contrat simple est un accord explicite entre un acheteur et un prestataire ou fournisseur de services. Et les fournisseurs dans ce cas-là, et les ONG, les entreprises, les individus. Le fournisseur, dans un contrat simple, reçoit un paiement de l'acheteur en échange des services spécifiques qu'il a fournis. Et finalement, le contrat simple spécifie la quantité, la qualité de location, de durée et les termes et conditions de paiement. Bon, alors, qu'est-ce qu'un contrat basé sur la performance pour les services? Dans un contrat comme ça, il y a des objectifs spécifiques pour mesurer la performance des entrepreneurs qui a déterminé et négocié entre les fournisseurs et les acheteurs. On va spécifier la collecte de données sur les indicateurs de performance et on a les conséquences, clairement, pour les entrepreneurs en fonction de leur performance. On a les récompenses et on a les sanctions. Les récompenses s'incluent les primes de performance, la reconnaissance publique, la continuation de contrat. Les sanctions s'incluent l'embarras, la critique publique, renforcement des dirigeants et licenciement, par exemple. Bon, maintenant, je voudrais présenter un exemple de Bangladesh de l'utilisation d'un contrat basé sur la performance. En Bangladesh, il y a une très très grande fameuse ONG s'appelle BRAC. BRAC est probablement maintenant aujourd'hui le plus grand ONG dans le monde. Et BRAC a entré un contrat avec une autre ONG, ICDDRB. ICDDRB aussi, c'est une très vieille et fameuse organisation qui travaille dans le domaine de santé, diarrhée, choléra, de recherche de santé. Et bon, c'est le contrat pour le ICDDRB a eu un besoin de moyens d'apprendre aux mères à reconnaître et à traiter la diarrhée à domicile parce que en Bangladesh, la diarrhée est un problème très grave. Le climat est très humide et encourage les épidémies et le choléra. Et ICDDRB a eu ce besoin. Alors, l'accent de contrat était mis sur 10 messages clés et la préparation appropriée d'une solution de sucre et sel, le SRO. Pour la mise en œuvre, BRAC a recruté des éducatrices au métier de santé, les ES, ayant au moins 10 années d'études. Les éducatrices sont allées de maison en maison, enseignant aux mères 10 messages clés et apprenant la préparation de SRO. Les ES ont passé 20 à 30 minutes dans chaque maison et ont couvert à peu près 10 ménages par jour. Et elles ont travaillé en équipe de 14 ou 16 éducatrices. Éventuellement, les éducatrices ont couvert 12 millions de ménages en milieu rural. Bon, les motivations pour les éducatrices de santé incluent qui 10% des ménages
visiter 3 à 4 semaines après la visite du moniteur ou superviseur des ES qui a vérifié si les mamans se rappelaient des 10 messages et si elles pouvaient encore se rappeler de la manière de préparer la solution SRO. La connaissance des mères a été notée et les ES ont été payés en conséquence. Par exemple, si une ES a gagné une note de A, ça veut dire que des 10 messages, tous les 10 messages retenus, on a gagné 4 taka. Taka est le monnaie de Bangladesh. Pour une note de B, on a gagné 2 taka. Et comme ça, pour notre C et pour notre B. Les ES ont gagné en moyenne 600 taka par mois, mais le doit définir les objectifs dans les TDA très très clairement. Ça veut dire qu'on va définir le pourquoi, le quoi, où et qui et quand, mais pas comment. Le comment c'est que vous, les ONG, va proposer dans votre proposition. On va définir le contexte, pourquoi l'acheteur est-il concerné, pourquoi il a posé la question. On va définir les objectifs et portées que cherche à accomplir l'acheteur. Le lot où l'acheteur voudrait que les ONG travaillent, quelle est la géographie et quelles sont les cibles que les ONG devraient atteindre et on doit définir la durée. Quand l'acheteur souhaiterait commencer et pour combien de temps. Pour le processus de sélection des acteurs non éthiques, il y a une checklist. Voilà. On peut utiliser une méthode de sélection compétitive et transparente. On peut utiliser la compétition pour maintenir les coûts bas. Et on doit maximiser le nombre de soumissionnaires et on doit établir des objectifs et des critères de sélection. Également, on peut assurer un processus d'évaluation des offres très transparentes et on va commencer tôt et respecter le calendrier. Pour la gestion de contrat, aussi, c'est voilà la checklist. On rédigeait le contrat et pour ce projet-là, le contrat, chaque contrat va signer entre le ministère de la Santé, PDSS, et le fournisseur et les ONG. Il y a les objectifs tirés des TDA, les indicateurs clairs et les services, les modalités et conditions de paiement, autoriser les ONG à acheter des entrants, si nécessaire, des rapports, requises et calendrier, le processus de résiliation et sanction et le mécanisme de résolution des litiges. Aussi, on doit définir qui va procéder à la collecte et à l'analyse de données. Il y a aussi l'identification des autorités chargées de la gestion de contrats et on peut renforcer les capacités des gestionnaires de contrats et on doit définir le processus d'examen de la performance des acteurs non éthiques et on doit
des entrepreneurs et finalement un peu décrire des dispositions de gouvernance. Merci beaucoup, Cyprien. Merci. Madame la coordinatrice, vous avez 15 minutes pour votre présentation. On va essayer de partager la contractualisation avec ce qui se passe dans les programmes PDSS, les programmes de développement du système de santé. D'accord. Dans l'introduction, c'est quoi le PDSS? C'est le programme de développement du système de santé, qui est un programme du gouvernement. Donc ici, je ne parle pas du projet PDSS, mais je parle du programme PDSS, qui à son sein n'a pas que Banque mondiale comme bailleur, mais il y a au moins 6 bailleurs. Il y a l'USAID, l'UNFPA, l'UNICEF, la Banque mondiale, Fonds mondial et Gavi. Donc ce sont les 6 bailleurs qui accompagnent le gouvernement par le ministère de la Santé à atteindre des objectifs d'amélioration de l'utilisation qualité des services de santé maternelle et infantile dans les zones ciblées. Il utilise des financements basés sur la performance comme mécanisme d'achat stratégique des soins et des services de santé. Ici, ce mécanisme a été identifié comme un outil de la réforme du financement pour garantir l'efficience d'atteinte des résultats. Raison pour laquelle aujourd'hui, tous les programmes qui passent par le ministère de la Santé, nous essayons de définir clairement des dispositifs pour appliquer les financements basés sur la performance comme mécanisme de financement. La mise en œuvre du financement basé sur la performance est guidée par un manuel opérationnel et il y a des annexes comme outils de gestion du mécanisme. Et ce manuel, c'est un manuel du ministère, donc du gouvernement. Tous les partenaires utilisent le même manuel. Dans la mise en œuvre du programme PDSS, il y a plusieurs acteurs à tous les niveaux, donc au niveau national, au niveau provincial et opérationnel. Donc chacun suivant ses missions et ses mandats, c'est ce qu'il doit amener comme résultat dans la mise en œuvre. Tous ces acteurs ont des contrats de performance. Et les contrats de performance, ce n'est pas un contrat pour les structures administratives du ministère qui appartiennent à un partenaire, mais ce sont des contrats qui sont coordonnés au niveau du secrétariat général. Donc il y a des structures qui sont au niveau du secrétariat général et il y a des structures qui sont rattachées par rapport à la performance au niveau du cabinet du ministre. Et les contrats sont destinés à clarifier les rôles, les responsabilités de chaque acteur. Et cela sous-entend une transparence des procédures de vérification et des modalités de paiement. Chaque contrat dispose d'un cadre de performance comme un soubassement des redevabilités. Et le cadre de performance d'un acteur est basé sur les missions normatives de chaque structure contractante. Donc le cadre de performance du Pronanut est différent de celui du PENSER et différent de celui de CETAS parce que chacun répond à son mandat et à ses missions. Les cadres de performance contiennent des prestations ou des indicateurs contractuels, leurs cibles, leurs sources de vérification, des critères de validation et les pondérations. On ne vous impose pas un cadre de performance. Donc vous définissez ce que vous êtes, ce que vous devez faire, et c'est de là où on définit vos prestations. Et c'est de là où on négocie correctement sur l'attente de la mise en œuvre. Ici, la mise en œuvre, c'est définir la cible quantitative, la qualité de la cible, pour que lors de la compréhension, même la personne, vous devez avoir donc une symétrie d'information. Et l'évaluer et l'évaluateur, nous comprenons tous. Et vous avez votre cadre. Donc vous savez vous-même, les cadres, vraiment c'est vous-même qui avez le pouvoir de la mise en œuvre. Ce n'est pas quelqu'un qui va travailler. Ce que vous avez accepté, avec les moyens que vous avez, on vous demande de garantir la quantité, donc la cible bien définie, suivant une qualité qui répond à la qualité de l'intervention que vous allez faire.
Ici, l'exemple au niveau central, on a essayé de mettre un peu les structures qui ont des contrats, qui signent des contrats. Toutes les structures contractantes, la DEP, la CETAS, la Plébronanie, PNCR, signent des contrats directement avec le secrétaire général à la santé. Et c'est la cellule suivi évaluation du ministère de la Santé qui est l'évaluateur de toutes ces structures. Qui paye, c'est le PDCS et la CAGF. Donc PDCS, CAGF, c'est la cellule d'appui à la gestion financière. Et c'est le payeur du ministère. Donc c'est celui-là qui paye. Au niveau provincial, donc ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a des prestataires qui sont définis comme prestataires cliniques et des prestataires administratifs. Comme les structures du ministère de la Santé, les programmes de direction, ce sont des structures administratives. Mais quelqu'un qui travaille à l'hôpital dans un centre de santé, c'est un prestataire clinique. Donc pour des DPS qui sont de structures décentralisées administratives, sont évalués par le ministère provincial et la santé dans sa charge, mais c'est un comité où il y a des personnes qui techniquement sont outillées pour évaluer les divisions provinciales de la santé. Ici, les contrats avec les ministères provinciaux, ils sont évalués avec les experts du comité de pilotage provincial du secteur santé, les critères des évaluateurs sont bien définis. Qui paye, c'est toujours les mêmes payeurs. Donc, à tous les niveaux, les payeurs restent les mêmes. Et ici, le paiement s'est fait directement dans les comptes bancaires de l'acteur, donc de la structure. L'EIP, les établissements d'utilité publique, qui sont chargés de la contractualisation et de la vérification au niveau provincial, la vérification quantitative, signe des contrats avec l'unité de coordination PDCS. Il est évalué avec la cellule suivi évaluation du ministère et les payeurs restent les mêmes. Au niveau des structures opérationnelles, donc l'équipe 4 des zones signe des contrats avec les établissements d'utilité publique. Les EIP, ils sont évalués par les divisions provinciales de la santé. Ici, c'est l'évaluation des prestataires administratifs. Ils sont toujours payés par la même structure PDCS-CAGF. Pour les hôpitaux généraux de référence des centres de santé, comme ce sont des prestataires cliniques, il y a 2 personnes qui sont dans l'évaluation. Donc, il y a une évaluation quantitative des prestations et il y a une évaluation qualitative. C'est comme ça que vous allez voir les DPS évaluent la qualité et les EIP évaluent la quantité. Donc chez eux, pour payer la performance, il y a un score qualitatif qui est corrélé, un score quantitatif qui est corrélé à une qualité et ils sont payés. Et au niveau des associations locales qui travaillent par délégation avec les EIP pour la vérification communautaire, ils signent des contrats avec l'EIP, ils sont évalués par l'EIP et ils sont payés. Parce que c'est à vue l'indépendance qu'il doit avoir avec les acteurs du système santé. Donc c'est vraiment l'EIP qui est dans le processus. Et aujourd'hui, dans les dispositifs qui va être fait avec les acteurs non étatiques et ONG, ils vont signer des contrats avec les PDCS. Ils seront évalués avec l'EIP et ils seront payés par la même structure qui reste des payeurs pour tous les systèmes. Les étapes, après l'information que vous avez aujourd'hui, il y aura l'avis à manifestation d'intérêt. On va passer à la sélection. Après la sélection, c'est un cadre où on dit qu'il y a transparence, il y a une symétrie, une même compréhension de comment on va cheminer. On va définir les indicateurs. Donc, identifier les indicateurs de performance sur base des missions attendues. Vous n'allez pas demander à quelqu'un de vous donner ce que lui ne peut pas faire. Donc, ici, c'est vraiment voir, selon les objectifs du projet, quelles sont les attentes qu'on aura vis-à-vis des activités que vous allez faire au niveau communautaire. Et c'est de là où on doit avoir un paquet de prestations, un paquet de services qui sera défini pour chaque acteur qui sera sélectionné. Après, il y aura négociation. Pourquoi on parle de négociation? Ça signifie qu'il
chacun des sélectionnés peut avoir un niveau. Disons quelqu'un qui peut répondre déjà de qualité à 60, à 70, à 80. Il faut négocier pour voir des baselines. Donc, nous commençons pour cheminer ensemble en sachant que le financement qui sera canalisé doit répondre aux procédures et à la qualité d'intervention qui est requise par rapport aux normes. Et la signature du contrat. Après, il y aura la mise en œuvre du contrat, l'évaluation périodique. Ici, il y a quelqu'un qui a demandé hier en disant qu'il y a un biais systématique. Tout est défini. Si le cycle de paiement doit répondre à 60 jours, ça signifie que chaque acteur, celui qui paye, celui qui finit sa prestation, doit savoir quand est-ce qu'il doit déclarer la prestation. J'ai mon cas de performance. Si par exemple vous devez déclarer votre prestation le 50e jour, vous le faites le 70e jour, ça signifie que vous serez en retard d'être payé. Donc organisez-vous avec les capacités managériales que vous aurez pour respecter les cycles de paiement tels que définis et il n'y aura pas de retard de paiement. Savoir qui fait quoi, qui analyse, qui fait ceci. Donc soyez prompt en respectant les délais qu'il y a à votre niveau et il n'y aura pas un retard. Le retard vient de fois, ce n'est pas le payeur qui est en retard, mais c'est la personne qui déclare ce qu'il a fait. Les paiements. On a parlé d'un paiement, une partie fixe, une partie liée à la performance. On s'est accordé des indicateurs. On a conclu, on a négocié le contrat, on a signé. Comment on est payé? En fait, le paiement, on a scindé en deux. La partie fixe, c'est vraiment l'explication d'une avance. Je dois, pour arriver au résultat tel qu'est demandé, il me faut 100 $. On a bien dit qu'il va y avoir évolution et diminution. Au départ, la partie fixe aura une grande partie du financement qui est la partie variable. 100 $, mais je regarde après l'analyse des bases pour que je garantisse l'atteinte des interventions avec la qualité requise et répondre aux procédures, il me faut 80 $. Donc, dans la négociation, on ne fixe pas la partie fixe de départ, c'est après l'analyse de tout le monde qu'on peut peut-être dire que la moyenne pour la partie fixe, ça sera 70%. Donc 70 $. Vous mettez en œuvre vos activités, vous arrivez à la fin, vous déclarez les réaliser. Donc les réaliser là, on vous a juste donné une avance, qui est la partie fixe, pour vous aider à atteindre des résultats. On vient évaluer maintenant, suivant les cibles que vous avez données, et tout. Prenons l'exemple de quelqu'un qui arrive à 90, ça signifie qu'on va lui ajouter les 20 sur les 70 qu'il avait eu, et on commence encore un autre cycle de paiement. Quelqu'un qui a eu 70, mais qui arrive, quand vous allez négocier, il faut vraiment être regardant sur les compétences et améliorer la culture du travail. Même nous, au niveau des structures, c'est comme ça qu'on paye. Donc, tu as toi-même négocié, ce sont tes propres prestations et les ressources t'appartiennent et tu as le libre arbitre de dire comment je manage. Donc, c'est vraiment ça la partie. Donc, il y a une partie fixe qui est donnée comme une avance et une partie liée à la performance. Pourquoi ça? C'est aujourd'hui, après les analyses, les contextes de gouvernance et autres, pour avoir l'efficience, c'est vraiment rendre quelqu'un responsable dans ce qu'il doit faire. Pourquoi ne pas donner les 100 $ directement? Quand vous donnez les 100 $ directement, on a l'impression, vous donnez à quelqu'un, vous commencez à prier en disant que ça va nous rapprocher des intentions. Donc aujourd'hui, pour garantir des financements qui est mobilisé, qui n'est pas aussi pas grand, il faut vraiment que la responsabilité de chacun soit là. Et on s'est dit, si on a sélectionné un acteur non étatique, une ONG, qu'il comprenne que quand il a des financements, nous savons déjà qu'est-ce que nous attendons de nous. J'ai dit, je vous remercie. Merci, Madame la non étatique et puis comment assurer la gestion
Pour ce qui est de la présentation sur le contrat tel qu'utilisé du modèle PDSS, tel qu'utilisé par le ministère de la Santé, que le PDSS utilise, il y a eu une introduction sur le projet PDSS et l'approche financement basée sur la performance qui est utilisée comme outil de financement pour ce projet. On va plus parler sur les différents cas de performance utilisés au niveau utilisé par le PDSS et les contrats à différents niveaux qui signent le contrat, qui évalue le cas de performance et puis qui paye. Et il a parlé sur le processus de contractualisation pour les acteurs non étatiques ainsi que les ONG. Et à la fin, il a donné une feuille de route qui montre les différentes étapes de la manifestation d'intérêt jusqu'au paiement. Voilà, chères dames oratrices, vous pouvez monter. Et nous allons commencer ici, à gauche, à ma gauche, pour ceux qui veulent poser des questions. Yacoub, tu peux aussi monter. Merci. Qui veut prendre la parole à ma gauche? Oui, le collègue ici. Ici au milieu, manifester, j'ai besoin de 5 personnes pour ici et là-bas. S'il n'y en a pas, nous allons continuer comme ça. Au milieu, il n'y a personne qui veut parler. Donc, la présentation était claire. Au milieu, où c'est la fatigue. Au milieu ici. Donc, dans toute la salle, il y a quelques personnes qui veulent intervenir. Très bien, c'est bon? Merci. Donnez le micro aux 3 personnes qui veulent intervenir. Merci. Salut, Siwadjo, de la coordination congolaise pour l'éducation à la paix et la concurrence. Ma question est celle de savoir le contrat basé sur la performance des résultats. En fait, je voudrais savoir quand est-ce que la structure X est déclarée performante et quand est-ce que la structure Y est déclarée non performante. Parce que je vis quand la première personne est intervenue, elle parlait, j'ai dit des sanctions qui sont réservées pour la structure qui n'est pas performante. Il y a aussi de publicité. J'avais dit que la structure qui est performante va aussi avoir beaucoup d'argent, va donner de l'argent supplémentaire par rapport à sa capacité de travail supérieur. Si on peut nous aider pour que nous sachions dire que voilà, cette structure est performante, à quel pourcentage de résultats, et une autre structure n'est pas performante, à quel pourcentage de résultats. Merci. Au suivant. Donnez monsieur la parole. Vous avez la parole, collègue. Je m'appelle Aben Pathfinder. Ma question s'adresse à votre Chami concernant l'achat stratégique. Est-ce que la contractualisation se fait seulement avec l'ONG ou bien aussi avec la FOSA, par exemple, qui va offrir des méthodes cliniques? Par exemple, une femme a besoin d'une méthode clinique, je ne sais pas quoi. Est-ce que cette FOSA-là sera aussi soumise au processus de contractualisation? C'est pour ça la question. Merci. Oui, ici devant, et puis deux autres collègues devant. Ok. Josué Philippine et au même Africa. Madame la coordinatrice, je voudrais savoir, vous avez parlé de 2 parties par rapport au paiement. Il y a une partie fixe et une partie qui est liée à la performance. Maintenant, si il s'avérait qu'une organisation a réalisé des activités et qu'il donne les rapports à temps, et quel est le mode de paiement est que pensez-vous de cette organisation qui pourra peut-être retarder les activités dues au retard de paiement alors qu'il avait déjà donné le rapport? Merci. Merci. Suivant. Non, madame, parlez. C'est vous. C'est vous qui avez demandé la parole. Il y avait une dame qui avait demandé la
C'est vous? Et un monsieur. C'est un monsieur. Ok, donnez le micro. Merci. Moi, j'ai une préoccupation. En fait, je reviens encore parce que la problématique est présentée par rapport au cas de performance. Je reviens par rapport aux audits et aux évaluations à mi-parcours. Est-ce que ça sera toujours dans la période de négociation ou c'est déjà pris en compte dans les projets? Parce que si on parle des acteurs dans les textes. Merci. Ok, collègues, vous avez la parole. Merci pour la parole. Ma question s'adresse à Madame Charlot. Elle a parlé d'une structure qu'on appelle l'établissement d'utilité publique. Si elle pouvait revenir sur cette structure et nous expliquer les rôles de cette structure dans la construction du contrat basé sur la performance. Merci. Madame la coordonnatrice, je vais commencer et on va. Allez-y. Merci pour les questions. Quand est-ce qu'on déclare qu'une structure est performante et non? Donc, on a dit tout à l'heure que quand on connaît déjà les prestations, on va définir les cibles attendues pour chaque prestation. Donc, la cible, quand elle est atteinte, ça c'est ce qu'on fait d'habitude, c'est 100%. Donc, on va calculer votre scorage par rapport à l'atteinte de la cible dès que vous avez fait. Et vous-même, vous allez vous situer. Si vous êtes à 100%, c'est que vous êtes performant. Si vous êtes à 80%, il y a d'abord l'évaluation de la cible par rapport à la prestation et l'évaluation du cadre de performance en soi. Donc, tout est défini clairement. C'est pour ça qu'on a dit que c'est difficile d'avoir la compréhension nette. Maintenant, c'est pour les structures qui seront sélectionnées, il y aura une formation, ils vont comprendre. Donc, ici, pour dire performance, ça dépend du pourcentage. Vous avez votre cas de performance et c'est des prestations, et chaque prestation a une cible attendue. Et à la fin, vous pouvez faire la compilation de toutes les cibles de prestations pour avoir une cible du cadre de performance. Si vous vous situez déjà donc moins de 50%, c'est que vous n'êtes pas performant. Ça signifie que vous avez négocié un contrat où vous vous êtes senti à même de répondre à la cible attendue et que vous ne répondez pas. Donc c'est vraiment l'évaluation des essais que vous-même. Et ici on dit que dans les procédures... Le marché de gré à gré. Là, je dois me dire aussi que je m'apaise parce qu'on sait qu'avec le PDSS, même si nous disons, voilà, c'est le gouvernement et tout ça, mais la Banque mondiale est là derrière en train de mettre tous les garde-fous. Donc j'estime que ces garde-fous vont continuer parce que s'ils ne sont pas là, et entre nous, nous savons que le gré à gré n'est pas loin. Concernant l'achat centralisé versus nous-mêmes, il me semble que si nous devons renforcer le système existant, notamment les CDR et tout ça, on devrait passer par les CDR. Donc il faudrait peut-être renforcer les capacités des CDR. Mais nous savons aussi que lorsque nous le faisons nous-mêmes, c'est plus rapide, probablement, beaucoup plus efficace. Alors il y a cette petite tension-là. Nous voulons renforcer le système. Oui. Est-ce que nous allons atteindre les résultats à temps? C'est là toute la question. Donc il y a un peu une petite ambivalence, donc une question de voir les plus et les minus là-dessus et voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais de préférence, si nous devons renforcer un système, on devrait passer par l'achat central. La troisième question, excusez-moi, c'était... L'envergure du projet et la mission, la couverture. Non, je crois que c'est tout à fait normal, c'est important. Parce que ce que nous voyons souvent dans beaucoup de projets, nous disons, voilà, nous couvrons le cul. Mais quand vous voyez le cul en question, c'est du quid, c'est Bandundu. Mais quand vous allez dans le fin fond d'Ignofa, machin comme ça, il n'y a rien. Donc, personnellement, je suis tout à fait d'accord pour l'approche de couverture réelle, pas seulement nominale, mais réelle. Voilà. C'est ma réponse. Recevoir Macron pour de guerre. Avant, nous savions comment
ça se passe. Si c'est un programme du gouvernement, il y avait beaucoup plus de la clientélisme que avec les appartenances, vous connaissez quelqu'un, il s'est facilité, il y a opération et tout, nous savions tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui, avec le nouveau pouvoir, on sent quand même que la justice commence un peu à prendre un peu de la place et qu'on commence aussi à arrêter les autorités. J'espère qu'avec ces programmes, il n'y aura pas ce système qu'on a connu. On fait quand même confiance cette fois-ci. En ce qui concerne la deuxième question, je vais monter un peu le bail de vie. Quand nous achetons nous-mêmes, c'est beaucoup plus rapide. Mais quand c'est dans un service du ministère, vous pouvez introduire une demande et vous attendez beaucoup plus longtemps par rapport à la procédure de consort. La troisième question, en ce qui concerne les stratégies, pour ceux qui sont déjà sur le terrain, ils savent déjà comment on travaille avec les communautés. Il y a les églises, il y a le regroupement de communautés avec qui on échange déjà. C'est parmi les stratégies qu'on peut mettre sur place pour qu'on atteigne un plus grand nombre de personnes. Voilà, je vous remercie. Évidemment, comme ONG intervenant dans les approvisionnements, nous on fait c'est une solution. Il est plus rapide et plus facile d'acheter soi-même et distribuer. Mais j'appuierai plutôt l'idée de notre collègue Pathfinder. À mon avis, un grand projet comme celui-ci devait plutôt participer à renforcer le système, à renforcer les systèmes étatiques. Et donc, c'est moins facile, mais je crois que c'est plus pertinent de travailler avec les systèmes qui acquièrent toutes les capacités pour le faire correctement dans un futur. À la dernière préoccupation de stratégie. La stratégie que nous on peut proposer est celle-ci. Le travail ne doit pas seulement aller vers ces gens, leur dire qu'on a un projet qui va lutter contre la malnutrition chronique, mais il faut regrouper les acteurs communautaires, leur donner des informations que nous avons ici et le former dans le cas possible et leur demander d'être impliqués pour qu'ensemble on puisse évoluer. C'est ça notre stratégie qu'on veut proposer. Merci. De la couverture de toutes les zones de santé, de toutes les aires de santé, nous avons un projet qu'on est en train de mettre en œuvre avec l'IDC dans la zone de santé de Minova et Bunyaki aussi de Kivu. Et là, nous on a eu à couvrir toutes les aires de santé des zones de santé de Minova et de Bunyaki, mais il s'est posé un problème de transport par rapport aux aires de santé éloignées et inaccessibles. On n'a pas été capable à faire acheminer les intrants jusque dans les aires de santé éloignées. Est-ce que ce problème n'allait pas se poser lors de la mise en œuvre de ces projets? Et qu'est-ce que vous avez envisagé pour contourner ce problème? Ça, c'est un. Donc, deux, par rapport à la stratégie pour mettre en œuvre le projet, je voudrais savoir s'il n'y a pas lieu de réviser le protocole par rapport à la mise en œuvre des activités sur le terrain pour ce qui est des recours. Si, du moins, on peut mettre en œuvre l'approche PMR, comme nous sommes dans un projet de développement, pour que chaque maman ou chaque jeune fille en âge de procréation soit capable de dépister son enfant et de connaître que son enfant a un problème de malnutrition. Merci. Les consortiums, je pense qu'on va y revenir, on a dit que c'est possible. On peut faire bien des consortiums. Mais dans les présentations aussi, ce que vous devez voir, c'est que les interventions qui sont dédiées
aux acteurs qui vont faire la nutrition communautaire, elles sont différentes de celles que les acteurs qui vont faire la planification familiale vont délivrer. Donc même si ce sont des consortiums qu'on va mettre en place, il faudrait que la partie qui va mener la planification familiale ait des compétences et des capacités pour le faire. Est-ce qu'on va faire des consortiums pour les 4 provinces? L'idéal serait qu'au niveau de chaque province, les consortiums postulent pour les provinces. Ça, vraiment, c'est pour des questions pratiques, mais également c'est pour des questions de supervision. Parce que quand ils vont postuler pour 4 provinces, je trouve que ça peut être un peu trop important compte tenu des distances. L'idéal serait, si vous voulez être en consortium, faites-le pour une province. Bon, si vous avez les capacités techniques, les capacités matérielles et financières pour faire sur 2 provinces, là c'est permis, mais bon, on verra toujours parce qu'on va apprécier quelles sont les capacités que le consortium présente pour pouvoir aller au niveau de plus d'une province. Merci. Sont déjà réalisées dans vos sites d'intervention. Mais les données qui nous reviennent de terrain démontrent, en ce qui concerne le taux de prévalence contraceptive, qui sont encore très bas. Ça veut dire que les interventions qui sont réalisées ne sont pas suffisantes. Vous comprenez? Nous constatons que les femmes n'ont pas accès aux méthodes contraceptives. Nous constatons que les enfants sont encore malnutris. C'est comme ça que le projet fait appel à vous pour augmenter les interventions, pour accroître le moment où les femmes, les possibilités des femmes d'avoir accès à ces méthodes contraceptives, d'aller au dernier kilomètre, parce qu'il y a des femmes qui sont dans des endroits où les méthodes n'arrivent pas, mais vous œuvrez là-bas. C'est justement là que vous allez intervenir pour aider à accroître la couverture géographique, pour aider à réduire le temps, le moment, les espaces pour que les femmes aient accès à ces... on ne va pas dupliquer les actions, on va les conjuguer pour qu'elles aient plus d'effet. Parce que ce qui se fait déjà sur le terrain est insuffisant. Donc il faut accroître les interventions. Nous n'allons pas les multiplier, nous n'allons pas les dupliquer, mais nous allons les accroître, les conjuguer. Évidemment, c'est pour cela que j'ai dit que la planification va se faire en collaboration avec les DPS qui ont la meilleure mesure de où se fait quoi pour pouvoir vous orienter dans vos interventions selon vos sites d'intervention. Par rapport au peuple autochtone, le droit à la santé est un droit universel. On ne distingue pas les individus selon qu'ils sont peuple autochtone ou pas. C'est-à-dire que les services qui sont offerts à tous. Et les intervenants du système de la santé vont s'assurer que chaque individu, chaque citoyen ait accès aux services. C'est pour cela que vous êtes là. Sinon, vous ne serez pas là. Vous êtes là justement pour apporter les interventions prévues auprès des peuples autochtones, pour élever la qualité des témoins. N'oubliez pas de nous envoyer à tel endroit pour telle population. Donc c'est un droit universel et les peuples autochtones ne sont pas oubliés. La preuve, vous êtes là, vous êtes dans la salle et vous allez contribuer à ce que la planification prévoit d'aller où les peuples autochtones se trouvent. Sur la santé, la reproduction, la planification familiale, la nutrition. Vous êtes des acteurs non étatiques. Vous œuvrez déjà dans la communauté. Il va y avoir une possibilité de co-création de connaissances entre vous et les acteurs qui travaillent déjà dans la santé et la reproduction. Donc, on va vous apporter les informations, les messages les plus corrects dans la santé et la reproduction, parce qu'il faut apporter l'information correcte. Il ne faut pas dire une fois que non, arrêtez d'avoir des enfants. Non, ce n'est vraiment pas ça. Il y a des messages bien établis, des messages validés pour faire accepter les méthodes contraceptives. Quel est l'intérêt de la femme? Elle va aller vers les méthodes contraceptives si son intérêt est démontré. C'est ça, c'est là où vous allez agir. Donc, les informations vont vous être fournies au moment de l'induction du démarrage
de manière à ce que vous sachiez exactement qu'est-ce qu'il faut donner comme information, quelles sont les normes d'offre de services de planification familiale, etc. Donc il y aura une des séances de co-création de connaissances. Madame Daya de Racouche a relevé la problématique de la disponibilité des intrants dans certains coins de notre pays. Effectivement, il arrive que dans certains endroits, on n'ait pas accès aux méthodes contraceptives voulues, attendues. Des fois, il y en a une, il n'y en a pas une autre. Celle que la femme veut, elle ne l'a pas, et des fois, il n'y en a pas du tout. Et dans le projet multisectoriel de nutrition et de santé, il est prévu de renforcer la chaîne d'approvisionnement, de manière à ce que la disponibilité des intrants aille de pair avec les activités de sensibilisation, de manière à ce que lorsqu'on n'a pas la demande, les services puissent avoir les intrants nécessaires, les commodités nécessaires pour offrir. Donc il y a tout un mécanisme qui est mis en place, qui va être développé, de manière à ce que la chaîne d'approvisionnement existante soit renforcée. Il y a des ONG qui ont déjà des approvisionnements personnels, qui sont, je ne dirais pas parallèles, mais qui s'approvisionnent déjà. Donc tout ce système-là sera renforcé de manière à ce qu'il ne manque pas d'intrants alors qu'on a augmenté la demande. C'est prévu dans le projet. Évidemment, la qualité des services, lorsqu'on va faire la co-création des connaissances, la qualité des services attendus vous sera présentée et vous devrez vous référer à cela. C'est pour cela, c'est là où va intervenir la DPS pour voir que les services offerts sont de qualité. On ne va pas accepter que les services ne soient pas de qualité, que les personnes qui offrent n'aient pas le message le plus correct. C'est là où va intervenir les divisions provinciales de santé. Monsieur Pili a demandé, je crois, plutôt de prévalence au niveau urbain et au niveau rural. Les prévalences que j'ai présentées sont générales au niveau pays et au niveau de ces provinces. Nous avons ces prévalences contraceptives. Au niveau urbain, elle est de 15%, au niveau rural, elle est encore très très basse. C'est pour cela qu'elle est de 5%, mais la moyenne en général est en dessous de 10% et au-delà de 7%. Donc ça, ce sont des données qui viennent de l'EDS 2013-2014. Évidemment, les femmes dans les milieux urbains sont plus disposées à avoir des méthodes contraceptives que celles des milieux ruraux. Donc au niveau urbain, on a 15%, au niveau rural, une moyenne de 5%, qui est encore très très bas. Et c'est là où vous allez intervenir pour augmenter ces taux de prévalence contraceptive. Je crois que j'ai... Pour ce qui est de paquet d'intervention, pour monsieur le docteur de Medical Care, l'induction que vous allez avoir au niveau de la DPS va vous donner essentiellement, j'en ai parlé, les interventions que vous allez faire, il y a un ensemble de paquets d'activités que vous allez réaliser. Vous êtes des acteurs non étatiques, vous menez déjà des activités importantes au niveau de la communauté et nous allons vous ajouter la matière pour laquelle nous voulons que vous puissiez intervenir au niveau de la communauté et cela dépendra des différentes ONG que vous êtes et de vos capacités à intervenir. Merci. Monsieur Simon Pierre, les mêmes interventions sont probablement déjà mises en œuvre dans certaines zones de santé. J'ai mentionné ici qu'il ne faut pas avoir des craintes. D'abord, le modèle qui est présenté ici, ce n'est pas le modèle des partenaires, ça c'est le gouvernement qui présente le modèle. Donc nous voulons amener toutes ces interventions avec une couverture totale. J'ai mentionné ici le fait qu'il y a toujours possibilité de complémentarité. J'avais insisté, pour les PDSS, il n'y a pas de problème, il n'y a même pas de discussion, ça a déjà été automatiquement pris en compte. Mais pour les autres partenaires, je pense que nous continuons à échanger avec les partenaires pour voir comment on peut faire cette complémentarité afin d'amener à mettre en place ces modèles, mais avec une couverture totale que nous voulons tout pour le moment. Les mécanismes de pérennisation, parce que selon vous, vous supposez que tous les projets ou la plupart, il n'y a pas assez d'impact qui sont démontrés.
des enquêtes midline et endline qui nous permettront effectivement d'évaluer l'impact avant de passer à l'autre série. Je vais rapidement aborder la question de M. Pierre Martin. On a déjà précisé hier que toutes les présentations qui sont faites ici seront postées sur les sites de PDSS et que tout le monde pourra accéder. À la fin de la journée, on va vous indiquer les sites PDSS. Tout le monde peut accéder et télécharger les différentes informations partagées ici. Madame Rachel Daya de la Gauche, est-ce que les acteurs étatiques bénéficieront de l'évaluation midline de l'élite? Il y aura une présentation qui sera faite pour vous parler un peu de la contractualisation qui sera assurée dans le cadre de ces programmes. Je pense que pour tous les acteurs qui seront impliqués dans ces programmes, il y aura des contrats de performance qui nous obligent des évaluations périodiques, éventuellement trimestrielles dans le cadre de ces. Donc, la présentation qui viendra vous donnera beaucoup d'éléments. Et donc, même les acteurs étatiques auront des contrats de performance qui seront évalués périodiquement. Je pense que c'est la réponse à votre question. Je veux juste rapidement, la disponibilité d'intrants, Madame la directrice a déjà répondu. Il y avait la question de mon collègue de IMC. Je voulais juste peut-être commenter le fait que effectivement, la planification familiale fait partie des interventions sensibles de la nutrition. Mais il faut mentionner ici que les contrats des acteurs non étatiques ciblent surtout les méthodes modernes. Et donc, c'est facile de comprendre que le rôle de la communauté, de la dynamique communautaire, va plus se focaliser sur la création de la demande et éventuellement les orientations, les références vers les structures qui offrent les méthodes modernes. Monsieur le modérateur, je crois avoir les questions qui m'ont été adressées. Merci. Donnez le micro ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. C'est juste compléter ce qui a été dit et bien dit par rapport à la question de la personne provenant de Medical Care. Le paquet communautaire aura-t-il des interventions en rapport avec la nutrition et la planification familiale? Je pense qu'on a, dans le cadre du programme, on va veiller à avoir une plateforme au sein de la communauté, une plateforme communautaire où l'ensemble des services, autant de nutrition, des services de santé, de planification familiale vont être délivrés. Donc les acteurs qui seront au niveau communautaire vont faire la promotion pour créer la demande. Mais les services de planification familiale, je pense, dans les discussions ne seront pas délivrés par des relais communautaires. Par contre, les acteurs non étatiques que vous êtes, qui seront choisis et sélectionnés, vont délivrer au sein de la communauté des services de planification familiale moderne pour rapprocher le service aux bénéficiaires ou aux femmes désireuses d'adopter une méthode contraceptive. Mais au niveau de la plateforme, effectivement, les relais vont sensibiliser autant sur des activités de nutrition que sur des interventions en relation avec la planification familiale, mais seulement pour créer la demande. Donc il faut qu'on soit clair, le rôle au niveau communautaire de ces acteurs, c'est pour créer la demande et les services seront offerts par des spécialistes dans le domaine, autant au niveau communautaire qu'au niveau des structures sanitaires. Merci. J'ai deux petites questions. La première, je pense que ça a été effleuré un peu, mais je ne suis pas très satisfait. Je sais que dans ce projet, les amis ont parlé des communautés qui sont très essentielles pour que le projet réussisse. Après la question de la demande, si les médicaments, si les intrants et les communautés ne sont pas là, je pense que ça va déranger. Est-ce que parmi les partenaires, les ONG qui vont soumissionner, il y aura des ONG internationales ou nationales qui sont spécialisées dans l'achat de médicaments. Parce qu'acheter des médicaments, on peut bien faire des services, mais acheter des médicaments et communautés à l'extérieur du pays, généralement ça pose problème. Est-ce qu'il est prévu que les acteurs, les ONG qui sont spécialisés dans l'achat, dans l'approvisionnement en médicaments dans le pays,
si ces ONG-là pourront également soumissionner pour ça. Peut-être dans différentes provinces, si on a des ONG différentes, ça serait une très bonne chose. Je pense qu'on va minimiser ce problème. La deuxième question, je crois que ça, je l'adresse au directeur du Pronanut, ou peut-être de la Banque mondiale. Le financement qui est là, il est costaud. Je pense que c'est pour 12 ans. Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris. C'est pour 12 ans ou c'est pour 5 ans? Si c'est pour 12 ans, quelle est la part des 5 premières années? C'est ça ma question. Merci. Ok. Les associations congolaises de jeunes raccrochent Kwilu à Kikwit. Ma préoccupation est celle-ci. Les projets ciblés, la province du Kwilu est parmi les provinces ciblées dans le projet. Je voulais tout simplement vérifier dans la province, est-ce que toutes les zones de santé seront ciblées ou on va seulement cibler quelques zones? Parce que de pareils projets se limitent dans les centres-villes. Nous avons l'expérience lorsque nous sommes allés pour installer des bureaux dans des zones de santé, donc nos coordinations zonaux dans des zones de santé. On a vite remarqué que même l'information sur le VIH-Sida, nos sœurs et frères qui se trouvent dans des milieux ruraux manquent de l'information. Et nous avons beaucoup de difficultés d'accéder dans des zones de santé parce que nous manquons de moyens. Nous sommes disponibles, nous sommes forts sur le terrain, nous pouvons sensibiliser, nous pouvons donner l'information, mais nous sommes limités. Maintenant, avec ce projet ici, ça va se limiter que dans les centres-villes, ou bien il y a que quelques zones de santé civiles, mais on va utiliser toutes les zones de santé. Je vous remercie. Ma question s'adresse à Madame la directrice. Madame, vous avez parlé tantôt sur l'utilisation des contraceptions et contraceptifs au niveau national, que c'était trop bas. Et par rapport à la question de notre camarade là-bas, il a demandé comment on pouvait dispatcher ça par rapport au niveau urbain et au niveau rural. Vous avez dit au niveau urbain c'est à 15% et au niveau rural c'est à 5%. Mais ma question est celle-ci. Je voulais savoir cette utilisation, si nous pouvons considérer par rapport à ces femmes. Et je veux quelles sont les femmes qui utilisent les plus ces contraceptifs? Ce sont les femmes intellectuelles ou les femmes lettrées ou les femmes non lettrées? Merci beaucoup. Manissa, expert au projet santé des Gorges Nanette. Ma question s'adresse à monsieur le directeur du Pronanut. Monsieur le directeur, pendant votre exposé, vous avez eu à dire que le projet va faire 5 ans. Et si les buts ou les objectifs recherchés sont atteints, on pourra ajouter d'autres dates ou d'autres séries de projets. Maintenant, ma question c'est de savoir, est-ce que vous avez eu à identifier les différents risques ou les éventuelles difficultés qui pourront empêcher d'atteindre le but dans 5 ans pour que la Banque mondiale ou d'autres partenaires puissent nous financer encore pour d'autres projets qui restent? Merci. Je m'appelle Madame Pepa Irène, nutritionniste et présidente de l'association AIFED, l'Association pour l'intégration de la femme au développement. Je pose la question à la directrice. Ma préoccupation est pourquoi vous avez seulement limité les 4 provinces, pendant que la malnutrition, c'est un point vraiment qui est étendu pour toute la République démocratique. Si vous partez pour les autres provinces qui sont restées, vous irez là quand? Merci. Je suis avec ONG national HDP Congo. J'ai 3 questions qui concernent le financement. Est-ce que c'est déjà maintenant on peut poser ces questions? Ok. Je pensais au monsieur de PDSS et au monsieur de la Banque mondiale.
Ma première question est quel sera le processus que vous allez mettre en œuvre pour identifier les ONG partenaires? Numéro 2, je voudrais demander si vous pouvez donner plus de détails sur toute la question des financements basés sur les performances. Parce que je pense en général pour tous les ONG présentes ici, nous avons une capacité assez limitée pour prendre des risques financiers. Parce que pour nous tous, nous avons des économies qui sont déjà bien liées à certaines lignes budgétaires. Nous avons déjà accordé avec nos partenaires. So, nous n'avons pas vraiment des risques, des moyens de financer des risques. So, nous avons besoin d'une type de clarification qui va nous permettre des bonnes considérations si nous pouvons participer au pas. Et la troisième question, c'est à la madame la directrice du PNSR, parce que vous avez parlé, on mentionné le mot co-création. Est-ce que vous pouvez aussi donner un peu de détails? Cette co-création va se dérouler quand? Est-ce que c'est juste au début ou est-ce que c'est quand on a déjà retenu des ONG potentiaux ou est-ce que c'est quelque chose de tout à fait différent? Merci. Une manifestation d'intérêt avec toutes les informations possibles pour permettre aux ONG de pouvoir répondre à la demande. Donc ça, c'est la méthode, c'est qu'il y aura un appel à manifestation d'intérêt, des processus de sélection, de validation technique des documents, des processus de sélection sur la base des offres techniques et des offres financières, ainsi de suite. Et on le fait de manière transparente et tout le monde va pouvoir suivre ce principe sur le site de la Banque mondiale à travers ce qu'on appelle le STEP pour voir où est-ce qu'on en est avec les différents processus et toutes les ONG, tous les acteurs organisatifs vont être informés du processus. Ça, c'est la première réponse par rapport à ce que vous avez dit. Cet atelier fait partie du processus de départ. On va informer tout le monde de manière transparente et sans qu'il y ait des asymétries d'information. Ça, c'est l'objectif de l'atelier. Par rapport au détail sur le financement et sur la performance, il y aura une présentation, comme avait dit M. le directeur tout à l'heure, qui va vous résumer un peu comment fonctionne ce processus. Sur la question des risques, dans cette présentation, vous allez voir que les gens ont encore l'habitude de faire ce genre de travail. Bien sûr, il y a un risque financier, comme vous dites, si vous n'êtes pas performant, ça veut dire que vous risquerez d'avoir à perdre d'argent. Donc, on va vous présenter dans le processus ce qu'on appelle une partie fixe, une partie variable. Et généralement, au départ, quand on fait ce genre d'approche, la partie fixe va être plus grande que la partie variable. Et dans le temps, quand les gens vont comprendre comment on fonctionne, qu'il n'y a pas trop de risques quand on fait bien ce qui a été planifié. Généralement, on change progressivement la partie fixe, on diminue progressivement la partie fixe et on augmente la partie variable liée à la performance. Mais vous allez voir cette présentation tout à l'heure. Dans cette présentation, on va vous montrer comment on procède pour établir un contrat de performance. Il y aura des séances de négociation, d'identification des indicateurs, de validation des indicateurs, ainsi de suite. Et vous allez le comprendre. C'est juste une présentation qui est vraiment axée sur ce point-là. On sait que beaucoup d'acteurs ont l'habitude de faire ça. On a prévu une présentation spécifique dans ce sens. Vous regardez dans le programme, il y a une plage des échanges entre les participants et les organisateurs. Les organisateurs veulent vous écouter. Donc, nous avons besoin de 5 questions sur le programme, sur la composante 2.2, sur autre matière dont vous pensez que ce n'était pas clair parmi les présentations. Vous pouvez poser des questions, on a besoin de 5 questions. La salle peut se manifester et nous, après, les organisateurs auront ces questions à vous poser auxquelles vous allez répondre. Ok, 5 questions, 5 personnes peuvent se manifester, le protocole le connaît très bien. 5 personnes. Et ici, on parle d'activités communautaires pertinentes.
centre de santé à la communauté, c'est presque les mêmes personnes qui vont intervenir. Quelles sont les synergies que vous attendez? Est-ce que vous attendez que les consortiums se forment en fonction des nutritions PF? Il y aura des consortiums uniquement PF, et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ceux de nutrition? Et donc ça veut dire combien de... Est-ce que c'est un consortium pour les 4 provinces ou un consortium par province, ou comment ça va se passer? Et quels sont les timelines? Vous avez parlé d'avis de manifestation. Anticipativement, quand est-ce que ça va sortir? Et quand est-ce que vous pensez allouer ce financement? Merci. Là, je vis l'EIP signe les contrats avec le FOSA, et puis l'EIP évalue aussi les FOSA. Ici, avec les armées, ils signent les contrats avec le PDCS, mais sont évalués par l'EIP. Par rapport aux activités que les ASLO mènent sur le terrain avec l'EIP, nous avons constaté et remarqué que la plupart des actions menées par les ASLO ne sont pas prises en compte. N'est pas prise en compte. Pourquoi? Parce que le vérificateur vont aller dans le FOSA, récolter les données, acheter les données. Lorsque les ASLO font monter les données qu'ils ont travaillé avec la communauté, qui sont réunies par le vérificateur pour monter l'information, c'est comme si toutes ces données ne sont pas prises en compte. Le vérificateur s'arrange pour donner ce qu'il peut donner. Et maintenant là, les années vont encore être évaluées par le vérificateur. Est-ce que ça ne sera pas les mêmes données avec le FOSA, ou ça sera comment? Et pourquoi pas les années qui signent contrat avec PDCS soient aussi évaluées ou auditées par PDCS? Merci. Je voudrais savoir si les organisateurs peuvent penser à inclure aussi la gratuité de la prise en charge des complications post-remise sous méthode contraceptive. Est-ce qu'au niveau des FOSA, après mise sous méthode contraceptive, si jamais il y a des complications, parce qu'il y a des cas où les jeunes adolescentes étant enceintes, dans les délais où généralement les tests, la chirurgie qu'on a toujours utilisé pour faire des diagnostics, donne de faux négatifs et qu'on est mis sous contraceptif, et qu'après il s'avère que la grossesse est évolutive, puis il y a des complications. Qu'est-ce qui va être préconisé? De la même manière, les hémorragies, si chez certaines femmes porteuses d'implants, est-ce qu'il y aura aussi assurance et la gratuité de prise en charge de ces complications? Merci. Non, j'étais tout ça à Bonsoir. Ma préoccupation était par rapport à la planification familiale et aussi aux gestions des enfants. Puisque si nous avions bien suivi, on a des éligibilités par rapport aux naissances indésirables et aussi à la malnutrition. Puisqu'il y a des états que nous rencontrons sur le terrain, d'où les centres de santé, peut-être qu'ils sont neufs au milieu, ils n'ont pas adhéré à la zone de santé. Il y a des cas qui nous arrivent, d'où tellement que vous n'êtes pas adhérés, vous n'aurez pas l'opportunité de lutter contre tous ces cas que nous venons d'apprendre ici au projet. Et est-ce que les zones G qui sont ici, d'où les centres sont adhérés, il peut y avoir aussi l'autorisation d'aider les différents centres, au moins qui sont performants, à lutter contre ces projets de naissance indésirable depuis la malnutrition et surtout le problème de malnutrition post-partum. C'était là la préoccupation. Mais surtout, tout ce qui est le conseil, le changement de comportement, la création de l'élément et de l'expérience, la restriction sanitaire et aussi la réserve éducative. Dans le cadre de composantes de la planification familiale à travers le secteur éducatif, là, il s'agit surtout des prestations.
la composante de pour la planification familiale passe à tout ce qui est l'offre, pour renforcer l'offre qui est faite dans la structure de la formation sanitaire. Ça pourrait déterminer si on a besoin d'application secondaire pour renforcer la demande. Mais voilà, en principe, c'est que la composante 1,1 pour qui la composante 2,2 les acteurs mathématiques pour renforcer la connaissance familiale, c'est surtout l'offre pour ça aussi. Répondre mon collègue ici par rapport à la gratuité des services et qualité de PF. Tous les ONG sont libres de proposer si les commodités et les services de PF seront gratuits ou non. C'est votre décision. Et par rapport aux complications, tous les prestataires, dont les phosphades PDSS et tous les prestataires des ONG, doivent être formés dans la prise en charge des complications et des effets secondaires des méthodes de contraception. Merci. Didier. Ça répond à un principe qui est fondamental dans le cadre de l'approche, c'est la séparation des fonctions. On essaie de minimiser au maximum le risque de conflit d'intérêts dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche. Et donc, on a dit que le ministère avait délégué aux unités le rôle de contractualisation et de vérification des prestations. La problématique que vous avez évoquée, c'est une problématique qu'on connaît. Il y a des risques de conflit d'intérêts même à l'intérieur des unités. Vous pouvez peut-être avoir entendu qu'il y a beaucoup de vérificateurs qui ont été sanctionnés depuis la mise en œuvre parce qu'il y a ce risque de conflit d'intérêts. Dans le montage, il y a toujours le mécanisme de ce qu'on appelle la contre-vérification externe par une structure indépendante qui se fait systématiquement tous les 3 mois sur la base des échantillonnages et sur la base de la gestion des risques sur le terrain. Donc, à l'issue de cette contre-vérification externe, c'est là où le projet peut prendre des mesures en l'encontre de l'UFP, à l'encontre des associations locales, à l'encontre des formations sanitaires. Cela dépend de qui avait triché, parce que l'approche, il y a un risque important dans le cadre de l'approche du financement de la c'est le risque de tricherie et de fraude. Donc, comme vous le dites, l'UEP va être appelé à assurer la vérification, comme on a dit ici, qualitative, mais aussi la vérification quantitative. Mais après l'UEP, il y aura 2 structures qui vont pouvoir faire la contre-vérification. Ce sont les inspections provinciales de la santé. Et 2, il y a une structure externe indépendante qui est dépêchée tous les 3 mois vers les provinces pour essayer de contre-vérifier ce que les gens ont fait sur le terrain. Mais retenez ça, le principe de la séparation de fonctions ne nous permettait pas de, en même temps, assurer le contrat, assurer la vérification et en même temps assurer le paiement à la fin, parce que là, ça va créer beaucoup de risques au système. Par rapport à la question sur la dernière question par rapport aux ONG adhérents, là, on n'a pas bien compris la préoccupation que vous avez. Est-ce que vous pouvez répéter peut-être la question parce qu'on n'a pas bien saisi votre préoccupation? On peut passer le micro. Le PDSS n'est pas un projet qui est vertical hors système. Donc normalement, une structure qui n'est pas intégrée dans le système, on ne peut pas signer un contrat avec cette formation sanitaire. Par contre, si c'est une structure de l'ONG, si l'ONG peut être retenue comme un acteur de mise en œuvre de la planification familiale, normalement, dans le cadre de la couverture effective, surtout par rapport aux activités communautaires sur les malades qui n'arrivent pas au niveau des formations sanitaires intégrées, là, je pense que dans ce sens, avec les acteurs de l'ONG, de l'AME qui va être mis sous contrat, ils peuvent utiliser les personnes qui ont le profil de pouvoir
système, le projet n'a pas le droit de contracter avec elle, parce que sinon, l'objectif de rationaliser le système risque d'être mis à mal dans ce sens. Merci. Qui commence, Yacoub? Merci bien et demander vos avis. Ma première question est la suivante. Comme c'était présenté, les contrats sont signés entre les ONG et le gouvernement congolais représenté par l'unité de gestion de projet PDSS. C'est un modèle assez nouveau. Est-ce qu'il y a des préoccupations, des questions par rapport à cela? La deuxième question est par rapport aux mobilités. Spécifiquement, nous avons parlé de possibilités. Une possibilité, c'est que les acteurs non étatiques vont acheter leur propre commodité à travers leur propre canaux d'acheminement. Et l'autre possibilité, c'est en fait de faire un achat central. Quelle est votre option préférée? Est-ce que vous préférez le faire vous-même? Est-ce que vous préférez aller à travers un mécanisme centralisé? Et la troisième question, et vous avez entendu un petit peu par rapport à la mission du projet, l'envergure et la couverture prévue. Quelles sont vos réactions? Est-ce que cette mission, ceci, quand elle a été présentée, comment est-ce qu'elle correspond avec les capacités actuelles de vos organismes? Merci. Ok. De mettre tous les garde-fous. Donc j'estime que ces garde-fous vont continuer parce que s'ils ne sont pas là, et entre nous, nous savons que le gré à gré n'est pas loin. Concernant l'achat centralisé versus nous-mêmes, il me semble que si nous devons renforcer le système existant, notamment les CDR et tout ça, on devrait passer par les CDR. Donc il faudrait peut-être renforcer les capacités des CDR. Mais nous savons aussi que lorsque nous le faisons nous-mêmes, c'est plus rapide, probablement, et beaucoup plus efficace. Alors il y a cette petite tension-là. Nous voulons renforcer le système. Oui. Est-ce que nous allons atteindre les résultats? Attends, c'est là toute la question. Donc il y a un peu une petite ambivalence, donc une question de voir les plus et les minus là-dessus et voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais de préférence, si nous devons renforcer un système, nous devrions passer par l'achat central. La troisième question, excusez-moi, c'était... L'envergure du projet et la mission, la couverture. Donc je crois que c'est tout à fait normal, c'est important. Parce que ce que nous voyons souvent dans beaucoup de projets, nous disons voilà, nous couvrons le cul. Mais quand vous voyez le cul en question, c'est Kikwit, c'est Bandundu. Mais quand vous allez dans le fin fond de l'Idiofa, des choses comme ça, il n'y a rien. Donc, personnellement, je suis tout à fait d'accord pour l'approche ouverte, réelle, pas seulement nominale, mais réelle. Ok. Une deuxième personne pour qu'on arrête là. Oui, je suis M. Nyamachu, je représente Solidarité pour le peuple. Vous voyez, à la première question, moi je dis, c'est pas peut-être qu'aujourd'hui, comme on a un nouveau pouvoir, on commence à voir un peu de rigueur. Avant, vous savez comment ça se passait. Si c'est un programme du gouvernement, il y avait beaucoup plus de clientélisme que avec les appartenances, vous connaissez quelqu'un, il sait faciliter, il y a opération avec tout, vous savez tout ça. Peut-être avec le nouveau pouvoir, on sent quand même que la justice commence un peu à prendre un peu de la place et qu'on commence aussi à arrêter les autorités. J'espère qu'avec ces programmes, il n'y aura pas ce système qu'on a connu autrefois. On fait quand même confiance cette fois-ci au gouvernement. En ce qui concerne la deuxième question, je vais emboîter un peu le pas du vide. Quand nous achetons nous-mêmes, c'est beaucoup plus rapide. Mais quand c'est dans un service du ministère, vous pouvez introduire une demande et vous attendez beaucoup plus longtemps par rapport à la procédure de
j'avais une question en ce qui concerne les stratégies. Pour ceux qui sont déjà sur le terrain, ils savent déjà comment on travaille avec les communautés. Il y a des églises, il y a le regroupement de communautés avec qui on échange déjà. C'est parmi les stratégies qu'on peut mettre sur place pour qu'on atteigne un plus grand nombre de personnes. Voilà, je vous remercie. En tout cas, merci chers collègues. Nous allons nous arrêter là. Ok, donnez la parole à d'autres personnes là-bas. Oui, prenez la parole. Merci pour la parole. Je n'ai pas la prétention de répondre à toutes les questions. Je prends l'avant-dernière question sur l'achat des produits. Évidemment, comme ONG intervenant dans les approvisionnements, nous on fait des e-plus solutions. Il est plus rapide et plus facile d'acheter soi-même et de distribuer. Mais j'appuierai plutôt l'idée de notre collègue Pathfinder. À mon avis, un grand projet comme celui-ci devait plutôt participer à renforcer les systèmes, à renforcer les systèmes étatiques. Et donc, c'est moins facile, mais je crois que c'est plus pertinent de travailler avec les systèmes qui acquièrent toutes les capacités pour le faire correctement dans un futur. Merci. Vous pouvez donner aux collègues là-bas, oui. Merci pour la parole. Je suis à la dernière communication. Quelle stratégie? La stratégie que nous avons proposée est celle-ci. Le travail en réseautage basé sur l'information, formation, implication et évolution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement aller vers ces gens, leur dire qu'on a un projet qui va lutter contre la malnutrition chronique, mais il faut regrouper les acteurs communautaires, leur donner des informations que nous avons ici et les former dans le cas possible et leur demander d'être impliqués pour qu'ensemble on puisse évoluer. C'est ça notre stratégie qu'on peut proposer. Merci. À la couverture, quand on parle de la couverture de toutes les zones de santé, de toutes les aires de santé, nous avons un projet qu'on était en train de mettre en œuvre avec DDC dans la zone de santé de Minoba et Bunyaki aussi de Kivu. Et là, nous on a eu à couvrir toutes les aires de santé des zones de santé de Minoba et de Bunyaki, mais il s'est posé un problème de transport par rapport aux aires de santé éloignées et inaccessibles. On n'a pas été capable à faire acheminer les intrants jusque dans les aires de santé éloignées. Est-ce que ce problème n'allait pas se poser lors de la mise en œuvre de ces projets? Et qu'est-ce que vous avez envisagé pour contourner ce problème? Ça, c'est un. Donc, deux, par rapport à la stratégie pour mettre en œuvre le projet, j'aimerais savoir si il n'y a pas lieu de réviser le protocole par rapport à la mise en œuvre des activités sur le terrain pour ce qui est des recours. Si, du moins, on peut mettre en œuvre l'approche PMR, comme nous sommes dans un projet de développement, pour que chaque maman ou chaque jeune fille en âge de procréation soit capable de dépister son enfant et de connaître que son enfant a un problème de malnutrition. Merci. Merci beaucoup. Nous capitalisons. Avant que je ne fasse la synthèse. Est-ce qu'on
va faire des consortiums, planification familiale, nutrition. Les consortiums, je pense qu'on va y revenir, on a dit que c'est possible. On peut faire bien des consortiums. Mais dans les présentations aussi, ce que vous devrez voir, c'est que les interventions qui sont dédiées aux acteurs qui vont faire la nutrition communautaire, elles sont différentes de celles que les acteurs qui vont faire la planification familiale vont délivrer. Donc même si ce sont des consortiums qu'on va mettre en place, il faudrait que la partie qui va mener la planification familiale ait des compétences et des capacités pour le faire. Est-ce qu'on va faire des consortiums pour les 4 provinces? L'idéal serait qu'au niveau de chaque province, les consortiums postulent pour les provinces. Ça, vraiment, c'est pour des questions pratiques, mais également c'est pour des questions de supervision. Parce que quand ils vont postuler pour 4 provinces, je trouve que ça peut être un peu trop important compte tenu des distances. L'idéal serait, si vous voulez être en consortium, faites-le pour une province. Bon, si vous avez les capacités techniques, les capacités matérielles et financières pour faire sur 2 provinces, là c'est permis, mais bon, on verra toujours parce qu'on va apprécier quelles sont les capacités que le consortium présente pour pouvoir aller au niveau de plus d'une province. Merci. Merci, 4 journées. En fait, la journée d'information pour les acteurs non étatiques dans le cadre de projet multisectoriel de nutrition et de santé. Oui, vous pouvez. Excusez-moi. Abordé 3 moments forts, donc 3 temps forts. Il y a eu la séance d'ouverture par le monde de bienvenue de la directrice du PNCR, le monde chargé de portefeuille de ce projet au niveau de la banque mondiale, ainsi que le monde d'ouverture du représentant du secrétaire général à la santé. Et il y a eu des présentations sur le projet, donc une présentation pour faire connaître le projet avec ses différentes composantes et la couverture géographique ainsi que le montage institutionnel. Il y avait une présentation sur la planification familiale et le rôle des ONG pour des années dans le contexte de ce projet. Et il y a eu 2 présentations sur le contrat basé sur les performances. Il y a eu des questions-réponses sur les présentations ainsi que les échanges entre les participants et les organisateurs. Des questions ou des réponses, des temps forts de ces échanges ont tourné autour de moi ci après. Il y a eu des questions sur les modalités d'exécution du projet par rapport au projet existant qui était déjà sur le terrain, comment il devait collaborer au niveau des provinces, au niveau des zones de santé. Il y a eu des échanges sur les questions que nous avons posées sur la pérennisation et la durabilité de ce projet. Il y a eu des questions sur la prise en compte des peuples autochtones. Comment partager les présentations de cet atelier. Nous avons dit qu'on devait poster dans le site du PDSS. Les mécanismes pour assurer la disponibilité permanente des intrants PF dans la formation sanitaire. Les mécanismes de besoin d'accompagnement des acteurs non étatiques ainsi que des ONG dans les missions d'audit ou d'évaluation mi-parcours. On a donné la réponse. La prévalence contraceptive en milieu rural et urbain. L'approche de mise en œuvre de la planification familiale dans le cadre de ce projet. Le rôle des acteurs non étatiques spécialisés ou ayant une expérience dans l'achat des intrants EPF. Est-ce que nous allons continuer à acheter, comment nous allons acheter dans le cadre de ce projet? Est-ce que nous allons renforcer le système national ou nous allons privilégier les ONG qui font des commandes qui passent des commandes à travers le réseau? L'évaluation des performances, des structures performantes et non performantes, quel est le seuil pour dire que telle structure est performante ou n'est pas performante? Nous avons donné la réponse à cela. Comment contractualiser seulement avec les ONG ou soit avec les formations sanitaires? La réponse a été donnée. Que faire en cas de retard de paiement? Le financement, on a parlé du financement basé sur la performance ainsi que le contrat de performance. La couverture géographique dans les provinces et dans les
des zones de santé. Comment s'assurer que FOMO ait cette couverture effective parce que dans d'autres projets, on voit que c'est dans des grands centres urbains et non pas dans le milieu rural. Comment sélectionner les ONG? Est-ce qu'il y a déjà des ONG potentiels qui sont déjà sélectionnés? On avait donné la réponse. Pour ce qui est de détails sur la RPP, quel est le risque financier en mettant en place cette approche, en mettant en œuvre le contrat basé sur la performance? Quelles sont les modalités de prestation de planification familiale au niveau communautaire? La prise en compte des soins après avortement, les méthodes de planification familiale pour les adolescents et les jeunes, les modalités de mise en œuvre par province au regard de leurs différences en ce qui concerne la prévalence contraceptive pour ce qui est des provinces concernées. Quel est le rôle des véhicules dans la contractualisation des acteurs non étatiques /ONG et les formations sanitaires? La prise en compte des obstacles liés aux systèmes de couture ainsi qu'agriculture. On a parlé de la synergie. Est-ce que c'est uniquement pour la planification familiale ou pour nutrition par province et quel est le timeline? Prise en compte des activités des ASLO, prise en compte de la prise en charge des complications liées à la planification familiale ainsi que la gravité de l'offre pour ce qui est de la planification familiale. Donc au vu de tout ça, nous vous remercions pour la participation active de chacun d'entre nous. Et comme nous avons dit, les présentations seront postées dans le site web du PDSS. Vous pouvez voir l'équipe du secrétariat pour vous donner ce site web. Et c'est aussi à travers ce site que vous aurez les informations pour tout ce qui va se passer après pour la suite du processus. Merci beaucoup et je laisse la place à la directrice du Pronamut pour installer les autorités afin de pouvoir procéder à la clôture. Je vous souhaite à tous bonne journée et merci. J'accuse, étant donné que la directrice du Programme national de santé de la reproduction n'est pas là, je demande l'exigence au directeur du Pronamut s'il peut prendre place. Et là, je demande aussi au coordonnateur adjoint du PDSS s'il peut aussi prendre place afin que nous commencions les procédures de la clôture de l'atelier. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, nous voici à la fin de notre atelier sur le projet multisectoriel de nutrition et santé, dont il y a la présence du représentant du secrétaire général à la santé, le directeur du programme national de nutrition qui fera aussi office pour la planification familiale. Il y a aussi Jacques qui est le chargé du projet multisectoriel de la Banque mondiale, le coordonnateur du PDSS, le coordonnateur adjoint du PDSS qui est là. Nous voici à la fin de notre atelier qui a commencé depuis hier. Le premier jour, nous avons passé par l'aspect. Sans plus tarder, nous accordons la parole au secrétaire général à la santé pour son mot de clôture. Merci. Je suis rentré ce matin pour rendre compte au secrétaire général. Il a confirmé qu'il était de cœur avec tous les collaborateurs du secteur qui sont dans la salle, y compris le partenaire. Alors, que faut-il dire à ce stade? Je crois que toutes les questions ont été posées. Les échanges ont été fructueux, à ce que je sache. Et j'ai suivi le modérateur qui annonce que pour d'autres formes de questions, même au couloir, nous pouvons continuer à les approfondir. Au nom de M. le secrétaire général, je voudrais d'abord remercier les partenaires qui ont appuyé le ministère de la Santé à travers
les deux programmes, notamment le Pronanit et le PETSER, pour que ces assises soient une réussite, ce que nous devons constater ensemble, ce qui fait qu'à ce stade, nous ne pouvons que souhaiter bienvenue à tout le monde au FPP, c'est le financement basé sur la performance. Il est certain que nous aurons la formation pour en savoir un peu plus, c'est ce que j'ai suivi, parce que j'étais dans la salle. Laissons le temps pour que nous puissions être suffisamment instruits et formés en matière pour que nous puissions cheminer ensemble. Trêve de commentaires, au nom de M. le secrétaire général qui m'a demandé de vous féliciter tous pour votre présence sur la qualité des débats. Je déclare clos les travaux qui ont été menés à cette journée et je vous remercie. La santé de la reproduction, aussi la nutrition, sont deux priorités très importantes pour la Banque mondiale, au niveau global ainsi que pour notre collaboration avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. La malnutrition chronique, on sait que c'est un défi pas uniquement de la santé, mais surtout de la croissance économique. On a beaucoup de données qui nous montrent que les enfants malnutris ont l'achèvement scolaire diminué et la productivité, quand ils deviennent des adultes, également diminué. Et on a des données qui montrent que les économies en Afrique et en Asie perdent de 4 à 11% de leur PIB annuellement à cause de ce fardeau de la malnutrition chronique. C'est pour cette raison que la Banque mondiale s'est engagée et est très fière d'accompagner le gouvernement de la RDC dans ce programme très ambitieux multisectoriel de nutrition et de la santé. Alors, le financement va servir à mettre en œuvre ces programmes nationaux dans 4 provinces de la RDC avec un fardeau de la malnutrition chronique très élevé et aussi où nos analyses ont démontré un rapport coût-efficacité plus élevé des interventions nutritionnelles, notamment le Kwilu, le Sud Kivu, le Kasaï et le Kasaï central. Ok, ça va, merci. Votre dernier mot? Vous avez un mot de la fin? Ok, merci beaucoup pour la question. Il faut d'abord retenir que ce projet appartient au gouvernement. Le gouvernement AIC mérite de réunir autour de lui ses partenaires privilégiés, traditionnels, notamment la Banque mondiale. Le gouvernement mettra l'argent à la disposition de ces partenaires-là pour venir en appui
aux structures non gouvernementales qui sont au niveau communautaire. Vous avez suivi les différentes présentations. Nous avons eu 2 journées. Hier, c'était les ONG qui sont beaucoup plus au niveau opérationnel. Et ils sont venus justement passer l'information. Ils ont eu des questions. Je crois que l'étape actuelle, il faut retenir que c'est d'abord la sensibilisation. Nous voulons sensibiliser les ONG qui sont à côté de la population pour donner justement la teneur de la nutrition à base communautaire et aussi la planification familiale. Parce que les deux vont tout de même de pair. Voilà, donc c'est un grand événement. Vous avez suivi l'ambiance dans la salle. Je crois que tous les participants restent quand même un peu assoiffés parce qu'il y a toute cette feuille de route qu'on doit pouvoir mettre en œuvre. Il y a des formations, n'est-ce pas? Parce qu'on a, d'ailleurs, vous avez suivi à la dernière minute qu'on parle de financement basé sur les performances. Et ça a créé presque les mois dans la salle. Hein? Si on doit payer les performances, il faut savoir comment négocier les performances. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui vont être achetées. Et pour les acheter, ça suppose qu'il y a toute une qualité qu'il faut mettre dedans, le sérieux dans le travail. Je crois qu'à ce stade, messieurs les journalistes, la population n'a qu'à retenir que l'État, le gouvernement est en train de travailler pour que la population soit très proche, plus proche des bénéfices. Parce que longtemps, il est resté très loin, mais maintenant, il doit être un peu plus proche des bénéfices des actions menées par le gouvernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tuni, tozalaki lobi awa, lelo lisusu, tosangisi ba ONG. Ba ONG oyo bazali na pratiquement na communauté, baza pembeni ya population. Ba oyo baza kosunga population mpona koyeba eloko oyo bayebi nutrition, balobi nutrition, oyo balobi planification familiale. Baye lelo mpona koyoka, batuni mituna, parce que projet oyo moni sangisi bango ezali ya l'État, ya gouvernement. Gouvernement sangisi ba partenaire na ye, akopesa bango mbongo. Bongo wana po ba partenaire basala musala na ba ONG o bazali pembeni ya population. Nakanisi politique ezali que population a tiré bénéfice. Ndenge balobaka azwa mutuya azwa plus ou moins profit ya appui oyo tozolinga kosala. Na niveau tozana ngo vraiment ezali nano kaka information topesi bango mituna oyokaki. Nakanisi bakozonga kozwa formation po bayeba malamu ndenge nini kokomisa projet oyo po population azala réellement bénéficiaire. C'est l'essentiel pour la débezaki. Oui, parce que awa na kati ya sana kasi oki meme batu ya Rutshuru, okaki batu ya Nord Kivu bayaki, oba ONG bazali réparti na République Mobimba, ba bazwaki ba invitation bangwana bayaki. Merci beaucoup. Il faut mentionner ici que c'est une innovation. C'est toute une première dans le financement des projets de la Banque en Afrique. Au regard de la problématique de la malnutrition dans le pays, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à travers ses services techniques et le ministère de la Santé, ont fait un plaidoyer fort auprès de la Banque mondiale pour le financement et surtout l'appui technique pour l'organisation d'une bonne réponse contre la malnutrition, surtout chronique dans le pays. Et la Banque a répondu favorablement et donc le pays a bénéficié d'un grand financement pour ces programmes multisectoriels de nutrition et de santé, parce que le problème de la nutrition, ce n'est pas seulement un problème du ministère de la Santé, ça touche aussi les sociales, ça touche l'éducation, ça touche l'agriculture, ça touche aussi la pêche et l'élevage. D'où tous ces secteurs sont mis ensemble sous le leadership du ministère de la Santé pour mettre en place un programme, d'abord pour les 5 premières années, dans 4 provinces qui sont initialement ciblées pour des raisons de fardeau de la malnutrition chronique. En fait, le nombre d'enfants qui ont la malnutrition, l'enfant de moins de 5 ans avec malnutrition chronique, mais aussi de l'analyse coût-efficacité. Donc les 4 provinces sont initialement la province du Sud Kivu, la province de Kwilu, la province de Kasaï et celle de Kasaï central. Donc ce sont les premières provinces qui sont ciblées. Et dans ces provinces-là, ce programme va couvrir toutes les zones de santé. Donc c'est un programme ambitieux, effectivement, c'est beaucoup d'argent qui sont investis. Et donc
le gouvernement, avec la Banque mondiale, sont en train de se préparer pour mettre en œuvre ce projet, qui n'a pas encore démarré, bien évidemment. Alors, les ateliers qui se sont succédés hier et aujourd'hui avaient pour objectif principal d'apporter l'information, surtout aux potentiels acteurs qui appuient les gouvernements dans la lutte contre la malnutrition dans le pays. Hier, on s'était focalisé sur les ONG qui travaillent dans le domaine de la nutrition. Aujourd'hui, nous avons eu un focus sur la planification familiale. Et donc, les échanges ont été fructueux parce que depuis l'annonce de l'accord de financement, l'acceptation de financement par le conseil d'administration de la banque et de la signature de l'accord de financement entre le gouvernement et la Banque mondiale, les services du ministère de la Santé, mais aussi la Banque mondiale et les programmes PDSS reçoivent beaucoup de demandes d'informations, mais aussi d'expression de besoins à contribuer dans le cadre de ces projets. D'où il était important que nous puissions fournir l'information sur ces projets, qu'est-ce que le gouvernement prévoit, parce qu'il faut souligner que c'est un projet du gouvernement, c'est un programme du gouvernement et non un programme de la Banque mondiale. Du fait que c'est vrai, la Banque a appuyé techniquement la mise en place de ce programme, la Banque a fait un don de 50% de ses financements, mais le gouvernement s'est endetté. En fait, c'est une dette que le gouvernement contracte pour financer ces programmes. Ce qui est important, c'est qu'il entre dans le cadre des priorités du chef de l'État, qui est d'améliorer la situation sociale, mais aussi les conditions de vie des enfants congolais. Voilà un peu de manière résumée la quintessence de ces programmes. Tokutanaki awa na bandeko oyo basungaka ministère ya santé, bref gouvernement, na cadre ya lutte contre malnutrition, parce que le gouvernement, à travers partenaires techniques et financiers, la Banque mondiale, a mobilisé des ressources pour mettre en place le programme MOCO et pour le pays à lutter contre la malnutrition chronique où il y a un problème de santé publique. Parce que pour l'information, dans Mboka actuellement, vous allez au moins 40%, 42%. Il y a moins de 5 ans où ils souffrent de malnutrition chronique. Or, la malnutrition chronique a des conséquences mineures sur la santé, sur le développement yabana, sur le développement intellectuel, mais aussi sur la productivité. Donc, bana bakukate na âge adulte pour produire, pour contribuer pour le développement yamboka. Tout Bakonzi Yamboka, le président de la République, a joué une initiative et a mis en place un programme multisectoriel de la nutrition. Pour la cause de la malnutrition, il y a un problème de santé, il y a un problème d'affaires sociales, il y a un agriculture, il y a un pêche, il y a un élevage, il y a un éducation. D'où le programme Yango est vu ensemble avec le leadership du ministère de la Santé, dans le secteur où on a aussi pour bâtir en place un programme pour 5 années où il est ciblé d'abord dans un premier temps 4 provinces, où il y a les provinces de Sud Kivu, province de Kwilu, province de Kasai et la province de Kasai central, où il place intervention de nutrition, une intervention de planification familiale pour lutter contre la malnutrition dans la zone de santé, il y a 4 provinces où il y a Congo makutani oyo tokutaki nango lobi mardi na lelo mercredi ezalaki kona kopesa information na ba potentiel acteur oyo déjà bazalaka na ba domaine wana na oti kotanga oyo basungaka gouvernement na lutte contre la malnutrition topesa bango information réelle pona organisation ya programme yango. Et lobby ezalaki pona ba ONG oyo bazalaka na domaine ya nutrition, mais lelo ezalaki pona ba ONG ba acteurs non étatiques oyo basungaka biso na domaine ya planification familiale. Bongo tala tina makutani tozalaki nango topartage information tozwi ba question ya bandeko bongo tokocontinue kopréparer mise en œuvre ya projet yango oyo tozocompte ke makambo ebanda na mbula oyo ezoya 2020. En fait, le programme, comme vous l'avez dit, c'est un programme de nutrition qui vise la santé des populations, des mères et des enfants. Et la santé de la reproduction aussi, c'est un vaste programme qui vise aussi la santé des mères et des foyers. Donc nous avons ici spécialement parlé de la planification familiale parce qu'il y a un fort lien
entre la santé de la mère, les maternités, les espacements de maternité et la nutrition de la femme et de son foyer. Les maternités excessives, trop rapprochées, trop nombreuses, ont un impact négatif sur la santé de la femme et un impact négatif aussi sur la santé de son foyer. Ça c'est en micro, mais au niveau macroscopique, il y a un impact sur l'ensemble de la communauté et même le développement du pays. Les animateurs non étatiques qui ont été conviés à la réunion d'aujourd'hui sont vraiment appelés à renforcer la dynamique communautaire. C'est vrai que la santé, les services de santé se retrouvent au niveau des formations sanitaires. Il y a tout un système de santé qui existe, mais nous avons besoin des animateurs non étatiques pour œuvrer au sein de la communauté. Essentiellement pour accroître la demande et l'accès aux services qui sont offerts au niveau des formations sanitaires, mais pour aussi aider au changement de comportement pour que les communautés aillent rechercher l'accès aux services qui sont offerts et qui sont disponibles au niveau des formations sanitaires. La planification familiale, c'est la parenté responsable. Ce n'est vraiment pas limiter les naissances, c'est plutôt donner la possibilité aux ménages, aux femmes, aux couples de décider du nombre d'enfants qu'ils veulent au moment où ils le veulent, pour que la femme ne soit pas surprise de se retrouver enceinte. Le nombre d'enfants a un impact sur l'économie du foyer et c'est pour cela que nous voulons que les parents puissent décider du moment où ils veulent avoir un enfant et du nombre d'enfants qu'ils veulent avoir. Namukola lelo tolobeli o etali planification familiale. Planification familiale ezali biso bato ya système ya santé tozali kopesa ba mama makoki oya koloba te ngai lelo nasengeli kozwa zemi na nazwa zemi lelo nabota bana na ngai moko mibale to misatu mais mama asutuka te alobi nakoyi na zemi nakoyi te tolingi baboti bazala oyo tobengi na français responsable, la parenté responsable. Donc makoki ezali oyo tobengi les méthodes modernes, contraceptives modernes, bamama bakokoki na bacentre de santé mpo babota ntango nyonso te mpo bango moko baloba bi lelo nangi nazwa zemi lobi nakozwa zemi te oyo tobengi na français parenté responsable.